Guy Birenbaum. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et nous vous recevons à l'occasion de la sortie de La vie devant moi, un livre et un film en salle le 26 février, réalisé par Nils Tavernier. Un récit dans lequel, Guy Birenbaum, vous racontez les 2 années entre l'été 42 et l'été 44. 2 années pendant lesquelles votre mère Toba et vos grands-parents maternels, Moshe et Rivka Zilberstein, vont vivre cachés dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris pour échapper à la police de Vichy et aux nazis, vivre et survivre grâce à l'aide principalement d'une famille catholique, les Dinanso, mais pas seulement. Qu'est-ce qui vous a décidé d'abord à raconter cette histoire bouleversante d'une famille juive après la rafle du Veldiv sous cette double forme ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais commencé à raconter cette histoire en 2015 dans un bouquin qui s'appelle « Vous m'avez manqué ». Et j'avais utilisé le témoignage de mes parents pour la fondation de Steven Spielberg. En fait, vous savez que Spielberg a interviewé plus de 50 000 rescapés de la Shoah à partir de 1994. Et mes parents avaient été interviewés en 1997. Donc ces témoignages, ils existaient. Ils existaient sous forme de cassettes vidéo. Pour les plus jeunes, ils ont peut-être jamais vu une cassette vidéo, ils savent pas comment c'est. Et je vais vous dire la vérité, Steve, on n'avait pas envie de les regarder. On n'avait pas envie, on connaissait un peu l'histoire, mais je ne peux pas dire que mes parents s'étaient assis au coin de la table pour nous raconter chacun leur itinéraire, parce que c'était très compliqué, très lourd. Donc, et vous ne posiez pas de questions ? Je vais vous dire la vérité, non. On voyait qu'il y avait quelque chose, mais c'était très complexe. Alors là-dessus, mon père, qui est un homme, non pas velléitaire, mais justement qui fait les choses, a retranscrit par écrit les 2 témoignages et il nous les a collés. Non pas les vidéos, mais les cahiers sous le nez. Là aussi, on a résisté. Puis il se trouve que j'étais éditeur à l'époque, donc j'ai quand même regardé. Et des éditeurs m'ont proposé de publier ces histoires et je ne l'ai pas fait. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. Et puis, il y a ce livre qui sort en 2015 où moi-même, je n'étais pas très en forme. C'était un bouquin où je raconte que ça ne va pas très bien. Et je fais le point sur ce qui est arrivé à ma famille. Et là-dessus, je rencontre de manière fortuite le réalisateur Nils Tavernier qui me dit « Mais cette histoire de votre maman est quand même assez incroyable. Est-ce que vous avez d'autres éléments probants, intéressants ?» Donc je lui montre l'interview, la fameuse, qui n'était plus une cassette vidéo mais qui est devenue un DVD à ce moment-là. Et sortant de là, il me dit « C'est un film ». Ok, c'est un film, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc on se met à travailler et il me dit il faut qu'on regarde à partir de ce témoignage combien de séquences de cinéma, parce qu'on ne parle pas de documentaire, c'est important, mais de cinéma, ça pourrait faire. Et on commence à travailler, il se trouve que c'est le confinement, en plein Covid, et on commence à raconter une histoire de confinement, mais de quel confinement ? En plein confinement. Et au bout de ça, se met en place tout un processus avec un producteur, Yves Darondeau, qui est chez Bonne Pioche, avec petit à petit des partenaires qui rentrent, qui nous demandent d'écrire un scénario. Donc on s'adjoint un scénariste qui s'appelle Laurent Bertoni, et on en arrive de façon totalement stupéfiante à tourner un film de cinéma en l'été 2023. Donc et dans le préambule, Guy Birenbaum, vous insistez sur le rôle de la fiction dans la transmission de cette période, de cette histoire. Vous rappelez le rôle joué par les productions américaines comme Holocauste, puis La vie de Schindler, de Spielberg, mais aussi européenne avec La vie est belle. C'est parce qu'il vous semble que l'enseignement de l'histoire à l'école n'est pas suffisant pour concerner les jeunes générations ? Alors, il y a un problème d'enseignement de l'histoire, mais je ne veux pas mettre en cause les enseignants parce qu'ils essayent tous de faire leur travail au mieux. Non, je pense qu'il y a un problème avec ce que j'appelle la génération Instatoc. Un mélange d'Instagram et de TikTok. Ce que je veux dire, c'est que notre temps d'écoute à tous, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'économie de l'attention, est maintenant monopolisé par des formats, et tous les médias en sont la preuve, vous comme les autres, on fait des formats courts. 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute 30. Est-ce que vous pensez que ces jeunes vont aller regarder le totémique Shoah de Claude Lanzmann qui doit durer 8 ou 9 heures ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir forcément accès aux grands travaux de nos historiens, que ce soit évidemment le livre de Paxton, pour prendre un ancien bouquin sur Vichy, sur la France de Vichy, ou de Laurent Joly, de Serge Klarsfeld, tout ce qu'a fait Klarsfeld, de tous les travaux qui sortent en ce moment? Il y a un problème d'accès. Donc, mon pari, c'est de dire il faut que nous incarnions ces histoires. Parce que les derniers, pour parler comme Sophie Naoum, les derniers s'en vont. Moi, mon père a 98 ans, qu'il aille jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Mais enfin, il a 98 ans.
Ginette Kolinka vient d'avoir 100 ans. Alors là, on parle de la déportation, c'est encore une autre histoire. À partir du moment où tous les témoins disparaissent, s'il ne reste que les traces vidéo, Spielberg, etc., ils vont pas aller les voir. Puis elles sont pas si faciles d'accès en vérité. Donc on va pas redécouvrir ce trésor archivistique. J'en ai peur. En tout cas, il est là, il faut l'utiliser, mais je pense que nous avons besoin, pour ces générations, d'incarnation, de romanesque, et donc de fiction et de littérature. C'est pourquoi nous avons fait le choix délibéré de raconter une histoire qui est inspirée bien évidemment de l'histoire vraie, mais où il y a des dimensions poétiques, oniriques, qui permettent à une génération différente. C'est l'histoire d'une jeune fille, Toba, elle a entre 14 et 16 ans. C'est ces mômes-là qu'on doit aller chercher. C'est pour ça que Violette Guyon est tout à fait, vous le verrez, extraordinaire dans le film. Elle joue le rôle de ma mère. Et il faut qu'elle, elle aille chercher ces jeunes générations qui sont plus habitués à des formats très différents, qui sont les formats des réseaux sociaux. Donc oui, c'est un choix délibéré, non pas parce que l'éducation fait mal son travail, mais parce qu'il faut l'accompagner. La transmission doit aussi passer par le romanesque. C'est tout un écosystème de résistance individuelle que vous nous présentez dans le livre à travers cet immeuble du 209 rue Saint-Maur. Le couple Dinanso, Rose et Désiré, il tient une place évidemment majeure, mais il y a aussi cette concierge qui, comme la concierge de l'immeuble précédent de vos grands-parents, rue Blondel dans le 3e, participe à chaque fois par quelques petits gestes qui vont être décisifs à les sauver, à sauver d'autres juifs. Oui, parce que en fait, on se rend compte, et le 209 de rue Saint-Maur a été évidemment popularisé par le travail assez exemplaire de Ruth Zilberman, qui en a fait un documentaire et un bouquin au Seuil en 2018-19. Et il y a... Que disent les négationnistes ? Les négationnistes nous expliquent, et ils nous l'ont expliqué pendant très longtemps, et heureusement on en est sorti, mais enfin il y a encore des hommes politiques que je ne citerai pas à cette antenne qui essaient d'en profiter, que la France de Vichy a sauvé des Juifs. Mais non, c'est les Français qui ont sauvé des Juifs. Ce sont des citoyens français qui ont sauvé des Juifs, des citoyens comme cette concierge qui balayait plus vite quand il y avait des policiers qui débarquaient, comme les Dinanso qui se sont comportés de manière absolument incroyable avec des gens qui ne connaissaient pas. Qu'est-ce qui motivait leur décision ? Est-ce que c'est la place de la religion dans leur vie ? Le père Dinanso est un patriote, il a fait la guerre de 14-18, c'est très bien expliqué dans le bouquin de Ruth Zilberman, et je pense qu'il ne supporte pas le Pétain qui capitule. Donc lui, c'est un grand combattant, et puis ils sont très catholiques, et ils ne supportent pas, comme énormément de catholiques ne l'ont pas supporté, comme énormément de citoyens français sans religion ne l'ont pas supporté non plus, qu'on traita les juifs comme ils allaient être traités. Et donc, si tant de juifs ont été sauvés en France, qu'il faut dire la vérité, on est un des pays qui a sauvé le plus de juifs, je ne crois pas me tromper lorsque je dis ça, c'est parce que des gens se sont comportés de manière exemplaire. Et moi, je voulais qu'on montre ces gens et qu'on dise à quel point on leur doit beaucoup, si ce n'est la survie de nos aïeux. Ce qu'avait notamment mis en avant l'historien Jacques Semelin. Ce qui est très remarquable dans le livre, c'est le courage des femmes. Oui. Celui de votre mère, Toba, de votre grand-mère Rivka, de votre arrière-grand-mère Martha. Je pense évidemment également à Rose Dinanso et à ces concierges. Comment est-ce que vous l'expliquez alors que pendant un premier temps, votre grand-père Moshe est sidéré par les événements et mutique ? Alors, je ne sais pas si je sais l'expliquer. Je sais simplement que, par exemple, ma grand-mère, Rivka, alors que je connais très très bien, parce qu'il se trouve que mon grand-père étant mort en 1962, moi j'ai vécu, ma grand-mère est venue vivre chez nous. Donc de 1962 à 1989, j'ai été élevé quasiment par ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme qui était partie de Pologne pour faire la révolution russe. Parce qu'on est dans des familles qui ne sont pas des familles religieuses, mais qui sont très engagées politiquement. Engagées politiquement, bundistes, communistes, etc. Et donc, c'était quelqu'un qui avait une énergie folle. Et c'est vrai que ils savent qu'il va y avoir la rafle du Veldiv, parce que pas mal de juifs sont au courant, parce que des policiers laissaient filtrer les informations dans les troquets ou des choses comme ça. Ils savent, mais ils savent pas où aller. Ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Ils ont débarqué de Pologne il n'y a pas si longtemps que ça pour fuir les pogroms. C'était vraiment une bonne idée. Et ils se retrouvent, là, ils sont là dans Paris. On leur dit qu'il va y avoir une rafle, mais ils savent pas qui on va rafler. On ne sait pas précisément. Et donc ils restent. Et on est le 16 juillet au matin, et
Ma grand-mère, on entend la police qui commence à arriver, elle descend en courant voir la concierge et elle négocie avec elle la clé d'un appartement qui a été abandonné par des gens qui sont à l'hôpital. Et ils vont de manière totalement... Passant par la cave, se retrouver dans un appartement qui se trouve juste en face du leur. Et ils voient les policiers français qui débarquent, ils voient la voisine. Parce qu'il n'y avait pas que des gentils. Hein. Là, on a parlé des gentils français, mais il y avait aussi des Français qui disaient oui, ils sont là, ils sont cachés là. Mais non, ils n'y étaient plus, ils étaient dans l'appartement d'en face. Et ils ont assisté à la mise à sac de l'appartement d'en face, pas du palier. Hein, puisque sur le palier, ça aurait été très dangereux. Mais ça donnait de l'autre côté, dans une autre rue. Donc, il y a ma grand-mère. Il y a évidemment l'arrière-grand-mère, alors qui, dans le film, s'appelle Martha, qui en vérité s'appelle Dvora, et qui, n'ayant pas de nouvelles... pendant la rafle de sa famille, décide de traverser Paris, de faire rue Saint-Maur, rue Blondaire pour aller les chercher. Et elle va les chercher et elle trouve la solution. Elle dit bon, mais moi j'ai des voisins, peut-être qu'on peut se débrouiller. Et puis ma mère qui petit à petit passe de la sidération à l'envie de combattre. Parce qu'il y a beaucoup de résistants qui passent dans cet immeuble, dont des cousins, des gens qui font partie de la famille. Donc on commence à savoir ce qui se passe. Et elle grandit. Et de plus en plus, elle aussi, elle a envie de participer. Et ce sont aussi des résistants. Parce que imaginez-vous, le confinement, on a passé combien de temps, nous tous ? Je crois au moins 2 fois 3 mois. Hein. Voilà. Là, on parle de 765 jours. Avec un espace de liberté, voilà, les toilettes. Les toilettes, qui sont le seul endroit, mais qui sont au bout du couloir. Et il faut attendre que tout le monde ait quitté. Dans l'après-midi seulement ? Dans l'après-midi de préférence. Alors après... Petit à petit, ce qu'on a appris, c'est que les voisins avaient bien compris et qu'il y avait pas mal de complicité. Mais il faut reparler de cet immeuble. Et ça, il y a une plaque aujourd'hui au 209 rue Saint-Maur. J'attire l'attention de nos auditeurs, Steve, sur un point. Il y a eu 52 déportés au 209 rue Saint-Maur. 2 sont revenus. Donc, en fait, ils sont au cœur de la gueule du loup. Et ils s'en sont miraculeusement sortis. Merci beaucoup, Guy Belmont, d'avoir été avec nous. On va écouter, avant de se quitter, un extrait de la bande-annonce. On va écouter votre maman, au tout début. La vie devant moi, avec notamment au casting Guillaume Gallienne, Adeline Demery, Violette Guillon et Sandrine Bonner qui interprète Rose Dinanceau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La vie devant moi, c'est aussi un livre publié aux éditions Flammarion et j'en conseille très, très vivement la lecture. Merci à vous. Steve. Je m'appelle